On va parler du social des Congolais, notamment la pauvreté accrue. Rappelons qu'au Congo-Brazzaville, plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce sont là les statistiques de la Banque mondiale depuis 2010. Et je peux me tromper, mais je pense que maintenant là, c'est encore pire. Monsieur Frem Davmafoula, avez-vous une idée sur le prix du pain ou du manioc au Congo-Brazzaville? Vous alliez parfois aussi au marché? Oui, mais je mange le pain, je crois, chaque matin. Et le pain aujourd'hui coûte 150, mais il y a aussi le pain qui coûte 200. Mais il y a aussi une petite quantité du pain qui est vendu à 100 francs, mais généralement les gens achètent celui de 150. Et le Et manioc, il puis coûte le combien? manioc, aujourd'hui, le manioc, il coûte toujours 100 francs, mais ce n'est plus la quantité que nous avions il y a une année, il y a 2 ans. C'est une petite quantité qui est vendue à 100 francs. Et après, il y a des maniocs qu'on vend à 1200 aussi. Et puis, bah, ceux qu'on vend, les morceaux de manioc qu'on vend à 50 et 100 francs. Et ça veut dire que si un pain coûte 200 francs CFA, j'achète trois pains pour une famille, bon, en prenant comme ça de deux ou trois membres. Je suis déjà hors budget. J'ai même déjà, voilà, consommé tout le budget journalier parce que nous l'avons rappelé ici tout à l'heure, c'est 70% de la population dessous du seuil de pauvreté, donc à moins $1, sensiblement 600 francs CFA par jour. Voilà pourquoi je disais, si j'achète Et- trois pains, j'ai déjà consommé le budget journalier. Exactement, parce que pour faire nourrir une famille au Congo, c'est très difficile. La vie, elle est chère au Congo. Avec 1000 francs, vous pouvez peut-être prendre un petit déjeuner, mais qu'avec trois personnes, maxi. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Alors qu'il y a bien des années, moi je me rappelle quand je partais à l'école, le pain coûtait, je crois, 40 francs. Aujourd'hui, le pain coûte 150, alors que les Congolais n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas assez de ressources. Donc, effectivement, les Congolais vivent une situation très difficile avec la pauvreté, avec la misère. Et je pense à tous ces Congolais qui vivent difficilement. Écoutez, le bilan de de ce mandat est un bilan catastrophique. Et moi, j'ai dit que nous avons vécu un quinquennat de provocation. Nous avons eu un gouvernement qui n'a cessé de provoquer le peuple avec des mesures antisociales, alors que le président, dans son projet de société de 2021, avait promis aux Congolais une meilleure vie, mais nous vivons le contraire. Après avoir peint tout le tableau que vous venez de peindre tout à l'heure de son échec sur les 27 ans de règne sans partage, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'emploi pour les jeunes, misère accrue, vol, détournement, lui-même est en situation délicate, ne respecte pas la Constitution. Que vous inspire un nouveau mandat pour Denis Sassou Nguesso? Mais c'est pour faire quoi? Il faut qu'on s'interroge sur ce nouveau mandat si le président veut avoir un nouveau mandat. Qu'est-ce qu'il veut faire de ce nouveau mandat? Depuis 97, si je dois m'en tenir qu'à 97, il est à la tête de notre pays. Il nous a promis l'émergence depuis les années, je crois, 2010. Donc 15 ans après, le pays n'est pas émergent, le pays n'est même pas pré-émergent. Il nous a promis l'autosuffisance alimentaire, il n'a pas réussi à faire cela. Il nous a promis de créer les conditions d'une meilleure vie avec l'eau pour tous. Aujourd'hui, nous avons un problème avec l'eau. Il a promis l'électricité à moindre coût. Aujourd'hui, les Congolais n'ont pas l'électricité et payent l'électricité chère. Alors, quelqu'un qui n'a pas réussi à développer le pays, quelqu'un qui n'a pas réussi à mettre le pays sur le chemin de la modernisation et de la transformation, qu'est-ce qu'il va encore faire avec 5 ans de plus?
Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Encore un plaisir de vous retrouver sur R7 et merci de ce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, je reçois Ufrem Dav Mafoula, économiste, président des souverainistes. Bonjour Ufrem Dav Mafoula. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Alors, vous êtes président des souverainistes, un parti de l'opposition, de la résistance, ou un parti, comme qui dirait, la majorité présidentielle. Non, nous sommes tout d'abord un parti de droite avant d'être un parti de l'opposition. Nous sommes un parti qui défend le libéralisme, qui défend les libertés, et donc nous sommes un parti de l'opposition. Nous ne sommes pas un parti de la majorité présidentielle. Merci Euphrem Dav Mafoula. Vous vous rappelez des propos de Laurent Gbagbo devant la CPI qui déclarait la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par les plus grandes normes en droit qui est donc la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Ça vous dit? Bien évidemment, nous nous souvenons tous de ces propos euh, tenus par le président Laurent Gbagbo lorsqu'il était à la CPI. La démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qui est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Merci. Alors, avez-vous une idée sur l'indice de la démocratie au Congo-Brazzaville et que pensez-vous du régime de Brazzaville? Démocratie, Alors, autocratie, l'indice de la dictature? démocratie à Brazzaville, Oui. je n'ai vraiment plus le chiffre exact, mais je pense que nous sommes un pays qui n'est pas considéré comme un pays démocratique. Mais la réalité aussi de notre pays nous le prouve parce que nous sommes dans une forme de démocratie déguisée, ce qu'on dit en réalité une démocrature, où il y a des semblants des semblants d'élections, où il y a un semblant d'expression, de liberté d'expression. Et donc, effectivement, nous ne sommes pas encore un pays démocratique. Mais il faut que nous puissions tout faire pour que le pays soit véritablement un pays démocratique. Est-ce que c'est le terme ou le mot que vous ne voulez pas prononcer, dictature? Voilà pourquoi vous prenez toutes ces tournures. Non, vous savez, je ne suis pas un acteur politique qui dit des choses qu'il ne constate pas. Moi, je suis un acteur politique qui prend la parole, je fais des conférences de presse, je passe des émissions. Je sais qu'il y a une certaine censure au niveau des chaînes de télé. Je sais que quand je passe, par exemple, je fais une conférence de presse et que je ne fais pas de cadeau au président de la République, ça ne passe pas sur Télé Congo. Mais cela ne m'empêche pas de me prononcer, cela ne m'empêche pas de jouir de ma liberté d'expression. Donc, la dictature, je crois que c'est quand même fort. Le Congo a connu une forme de dictature qui était beaucoup corsée. Aujourd'hui, elle est quand même, elle est souple. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a quand même un semblant de démocratie. Je parle bien du terme démocrature, tout simplement parce que je ne voudrais pas dire des choses pour faire plaisir. Moi, je suis un acteur politique à partir du moment où je prends la parole, à partir du moment où je critique le gouvernement, je critique le président. Je pense que oui, on peut parler d'une démocrature, pardon. Et la dictature, elle n'est pas vraiment sous cette forme que nous connaissons de la dictature. Donc, je préfère utiliser le terme démocrature que dictature. Démocrature que dictature, mais dictature, ce n'est pas moi non plus qui le dis, hein. Ce sont en fait des rapports internationaux faits par des institutions internationales bien reconnues qui parlent disons, d'un indice de démocratie très très faible, en dessous de la moyenne. Alors parlons donc de l'organisation des élections Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, nous sommes encore très loin. Nous sommes un pays qui ne crée pas encore les meilleures conditions pour une compétition électorale. Et ça, puisque nous avons un parti au pouvoir, qui est le PCT, qui ne permet pas que nous puissions avoir des élections transparentes,
Et aujourd'hui, nous pouvons le dire clairement que les élections au Congo sont toujours euh, des moments très difficiles pour les décideurs politiques, c'est-à-dire tous ces acteurs qui vont se présenter, aussi difficiles pour le Congolais qui est l'électeur, qui à un moment donné, il peut décider d'aller voter X et puis à la fin, c'est Y qui gagne. Je crois qu'on a encore un long travail à effectuer en termes de démocratie pour que nous puissions organiser des élections libres et transparentes. En sorte, vous n'y croyez pas, c'est-à-dire il n'y a pas de transparence dans l'organisation des élections au Congo-Brazzaville. Pourtant, vous y prenez part tout le temps. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas parler des élections transparentes. Oui, je prends part aux différentes élections. J'ai été candidat à l'élection présidentielle de 2021. J'ai été aussi candidat aux élections législatives de 2017 et de 2022. Vous savez, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que les élections ne sont pas transparentes si nous ne participons pas. C'est vrai qu'on organise des élections, mais on n'organise pas des élections avec toute la transparence qu'il faut pour permettre à la démocratie de s'exprimer comme on le voudra. Donc, je peux vous garantir que nous participons à ces élections avec l'idée de faire une démonstration comme quoi il y a encore des choses à arranger dans ce pays. Oui, mais il y a un principe, et cela a été longuement démontré, qu'une dictature n'organise pas les élections pour les perdre. Et il y a d'ailleurs ce rappel d'Albert Einstein qui dit comment faire les mêmes choses et prétendre avoir des résultats différents. Il parlait de la folie, en fait. Oui, mais vous savez, moi, je ne suis pas au pouvoir. Quand vous parlez de l'organisation des élections qui n'est pas transparente, mais nous sommes tout comme vous, Monsieur Perrin, dans cette défense, dans cette lutte pour que nous puissions avoir des élections libres et transparentes dans notre pays. C'est ce que nous demandons tout le temps au pouvoir en place. Donc, il y a ceux qui sont en train de nous diriger, qui sont responsables euh, de la situation de ce pays qui n'est pas encore démocratique, et nous menons ce combat bien évidemment en participant à ces élections-là et aussi en démontrant que les choses ne sont pas faites de manière à ce que nous puissions avoir des élections libres et transparentes. Parce que vous ne pensez pas le fait de participer à ces élections, vous cautionnez en fait et la fraude, mais aussi une fausse démocratie, comme vous l'avez appelé, démocrature, c'est-à-dire encourager cette démocrature, le fait de participer à ces élections. Alors, je voudrais que la question de l'élection ne soit pas concentrée sur M. Mafoula parce que moi, j'ai Donc pour participé, mais je l'instant, vais vous pour dire aujourd'hui, nous que vous avons en face. oui, mais non, C'est mais vous que nous avons en oui, mais face. permettez, parce que il faudrait pas que ce soit la situation de M. Mafoula. M. Mafoula, en tant qu'acteur politique, participe à l'élection présidentielle. Mais il faut remonter l'histoire. Si on prend l'année 2016, nous avons vu des candidats à l'élection présidentielle, parmi lesquels euh, il y a eu le général Jean-Marie Michel Mokoko, il y a eu Okombi Salissa, les deux qui sont en prison. Et ceux-là ont pensé se présenter à l'élection présidentielle de 2016 dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, tout en espérant qu'on pouvait faire quelque chose. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous devons demander plus, demander davantage de changements au niveau de l'organisation des élections dans notre pays. Donc, c'est un combat que nous sommes en train de mener et il ne faudrait pas aujourd'hui euh, considérer M. Mafoula comme quelqu'un qui cautionne. Moi, je ne cautionne pas. Je participe bien évidemment parce qu'il y a derrière beaucoup d'objectifs à atteindre. Et nous espérons, surtout avec les Congolais, qui sont des électeurs, qui peuvent aujourd'hui manifester leur mécontentement dans toutes ces questions électorales pour que nous puissions changer les choses. Donc, comme je vous ai dit, les élections sont organisées, elles ne sont pas libres, mais nous participons parce que nous voulons ne pas mener une politique de la chaise vide. Donc vous pouvez être rassuré, nous ne vous accusons pas non plus, c'est une question que je vous ai posée simplement, et vous rappelez, d'ailleurs vous faites bien de rappeler, l'élection présidentielle de 2016 et 2021, pourquoi pas, ceux qui ont pris part à ces élections aujourd'hui se retrouvent en prison, c'est le cas du général Jean-Marie Michel,
Mokoko et le député André Okombi Salissa. En 2021, malheureusement, on a vu un candidat qui était pourtant en très bonne posture, mais qui, voilà, a disparu, s'il faut le dire comme ça, dans des circonstances jusqu'aujourd'hui non élucidées. Voilà pourquoi je vous rappelais ces propos d'Albert Einstein pour dire euh, le fait de répéter les mêmes choses pour prétendre avoir des résultats différents était une folie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est juste un rappel que je faisais et nous ne vous accusons pas non plus de prendre part. De toute façon, tout Congolais est libre de participer aux élections comme vous le faites d'ailleurs. Alors, on va parler donc du bilan des 27 ans. Monsieur Perrin, Je vous permettez en que je prie. rebondisse sur cette question. Quand vous me rappelez tout cela, je vais vous dire une chose, ce qui va se passer euh, si aucun acteur politique de l'opposition acceptait de participer aux élections. Oui. C'est-à-dire que si il n'y a pas l'opposition à l'élection, le président Sassou va gagner une élection à 100%. Il va le faire. Ce n'est pas parce que l'opposition ne va pas participer à une élection que Sassou ne va pas organiser des élections. Monsieur Sassou va toujours organiser des élections. Si les opposants à son pouvoir ne se présentent pas, il va fabriquer une opposition qui va se présenter et c'est comme ça que les choses vont se passer. Mais nous, quand nous participons à ces élections, c'est tout simplement parce que nous mettons aussi en difficulté ce pouvoir en place pour que demain, nous puissions créer des conditions qui vont permettre à ce que nous allons vers une élection euh, 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 transparente et démocratique. C'est pour cela qu'il ne faut pas mener la politique de la chaise vide. Vous Est-ce que voyez vous ne très bien pensez que la pas, situation pardon, aujourd'hui, pardon, Ufrem, Madame Mafoula, vous ne pensez et pas juste que... pour finir, la situation politique aujourd'hui est crispée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le général Mokoko qui s'est présenté à une élection présidentielle. Il y a eu le ministre Okombi Salissa qui s'est présenté à l'élection présidentielle. Et puisque cette élection présidentielle, nous connaissons les résultats, aujourd'hui, le Congo est en train de vivre une crise politique qui ne dit pas son nom. Parce que les deux ont été candidats. Imaginez un seul instant si les deux n'étaient pas candidats. Aujourd'hui, M. Sassou allait être tranquille avec son pouvoir pour dire j'ai gagné tranquillement. Mais les Congolais savent aujourd'hui que ce n'était pas une élection qu'il a gagnée. Et nous continuons à démontrer que le président Sassou n'a pas gagné une élection de 2016. Et aujourd'hui, celui qui a gagné cette élection est en prison. Et nous continuons pour montrer que les élections au Congo ne sont pas organisées de façon à ce que l'alternance politique puisse se concrétiser. Mais évidemment, voilà pourquoi moi je vous rappelais les deux dernières élections présidentielles, juste pour savoir s'il n'y avait pas une autre alternative, par exemple, que d'aller toujours aux élections présidentielles lorsqu'on sait que finalement personne ne gagnera ces élections. Sinon, peut-être pas gagner parce que les mots, les termes ont leur sens. Lorsqu'on dit gagner, ça suppose que l'élection a été organisée de manière transparente, démocratique, mais nous savons comment ça se passe au Congo-Brazzaville. Or, depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par coup d'État militaire, je le reprécise, donc violation de la Constitution de 1992, depuis là, il organise des élections où il a lui-même, voilà, des résultats déjà tout fait, qu'on vient publier nuitamment, et ça aussi tout le monde l'a constaté, après avoir coupé tous les réseaux de communication, après avoir mis l'armée dans la rue. Et voilà pourquoi je dis, est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative pour conduire le Congo à un changement que de continuer à participer à ces parodies, s'il faut appeler ça comme ça, d'élections? Monsieur Perrin, moi je suis un acteur politique. Moi je crois en la capacité qu'a la politique de changer les choses. C'est vrai que nous avons un dirigeant qui ne permet pas les possibilités d'une alternance, mais il nous faut nous organiser. Ceux qui sont à l'opposition, je pense qu'avec une meilleure organisation à l'opposition, nous pouvons inverser les rapports de force et imposer au président de la République d'organiser une élection transparente. Nous avons vu cela en 92, quand le président Lissouba a été élu démocratiquement. C'est parce que, quelque part, il y avait une organisation de tous ces acteurs qui ont demandé qu'une élection soit
transparente. Donc, je pense que nous pouvons encore le faire. Après, est-ce qu'il y a d'autres manières? Bien évidemment, il y a d'autres manières. Peut-être que vous êtes en train d'évoquer un coup d'État, parce que lui-même, le Non, le coup président de la d'État n'est République pas est venu permis. par un coup Lorsqu'on d'État. fait un coup d'État, c'est pas bon. Non, mais parce que vous parlez d'autres moyens. Moi, je dis peut-être que vous êtes en train d'évoquer, je dis peut-être, hein, je ne sens pas vos mots, mais si peut-être que vous le pensez, parce qu'en Afrique, on a vu au Gabon un coup d'État, on a vu au Non, mais Burkina on peut Faso et un penser peu ailleurs. aussi Et moi, à je ne suis pas. l'insurrection, à la Voilà. révolution, Mais oui, bien l'insurrection. Tout évidemment, ça, c'est tout ça, ce sont reconnu. des moyens. Désobéissance Tout civile, ça, c'est reconnu. oui, tout cela peut effectivement contribuer à ce que nous puissions changer les choses au Congo. Mais je vous rappelle encore que moi, je suis légaliste, moi, je suis démocrate, moi, je suis un acteur politique, et donc je me concentre sur ce que la Constitution me permet de faire. Alors, donc, lorsque vous parliez de vous organiser autrement, à quoi faites-vous allusion concrètement, en dehors de l'élection, bien sûr, des élections présidentielles? Non, mais attendez, peut-être que vous ne me saisissez pas. J'ai dit ceci, que si l'opposition congolaise qui a l'idéal de l'alternance s'organise véritablement, nous pouvons aujourd'hui équilibrer les rapports de force pour demander à ce que le pouvoir en place organise des élections libres et transparentes. Voilà comment est-ce que moi je vois des choses. Mais je vous rappelle encore que je reste légaliste. Et après, Oui, vous ce avez n'est pas raison, seulement M. Mapoula Euphrem qui est. Dav Mafoula. Alors, il y a déjà certains opposants qui appellent à l'unité pour s'organiser et, quitte à évidemment euh, provoquer voilà, j'allais dire un changement radical au Congo-Brazzaville. Vous pouvez saisir cet appel? Qu'est-ce que ça vous dit? Écoutez, je suis en discussion avec la majorité des acteurs politiques de l'opposition. C'est vrai que on a vu certains faire des appels de façon directe, mais j'ai été parmi les premiers à le faire. Je ne l'ai peut-être pas fait avec vous parce que c'est la première fois, mais sur les chaînes de télé ici sur place à Brazzaville, j'ai été, je crois, parmi les premiers à lancer un appel au rassemblement de l'opposition. Et c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Mais nous devons arriver à ce rassemblement parce qu'aujourd'hui, le contexte actuel permet à ce que l'opposition puisse renverser les choses, l'opposition puisse gagner cette élection de 2026. Et donc, il est important important pour chaque responsable politique de l'opposition de prendre ses responsabilités et de créer les conditions pour ce rassemblement. Une opposition rassemblée, une opposition organisée, une opposition déterminée sera capable de réussir l'alternance politique. Merci Euphrem Dav Mafoula. Nous y reviendrons tout à l'heure sur le volet politique. Parlons du bilan, évidemment, des 27 ans de règne, son partage de Denis Sassou Nguesso, donc depuis son retour, je l'ai dit tout à l'heure, par coup d'État militaire. Responsabilité partagée des Congolais et des opposants, ou voilà. Quelle lecture faites-vous de cet échec? Ou peut-être parce que vous, les opposants, vous avez laissé faire aussi. Écoutez, moi j'aime bien qu'on applique le principe de responsabilité. Il faut rappeler le contexte dans lequel le président Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il a mené la guerre avec le concours de l'armée angolaise et de l'armée tchadienne, et puis l'appui aussi de la France. Il a mené la guerre au euh, euh, président Pascal Lissouba, que je voudrais ici rendre un hommage posthume pour sa victoire en 92 et pour la vision qu'il avait pour le Congo. Donc nous avons comme ça un président qui est arrivé par les armes et qui pense aussi que il faut peut-être que les opposants puissent faire la même chose pour que nous puissions reprendre le pouvoir. Mais ce qui est sûr, c'est que l'opposition a aussi sa part de responsabilité. Pourquoi? Parce que l'opposition n'est toujours pas organisée. L'opposition n'est toujours pas organisée. Quand il est question d'aller affronter le président Denis Sassou Nguesso, l'opposition a toujours eu cette idée de faire une marche solitaire, parce qu'on a toujours eu beaucoup de candidats contre le président Denis Sassou Nguesso. Mais moi, je pense aujourd'hui que les Congolais ont déjà montré leur appartenance à l'opposition,
parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, parce qu'ils sont toujours dans la misère, ils sont toujours dans la pauvreté avec le règne du président Sassou. Et ils sont déterminés à reprendre le pouvoir. Ils ont besoin d'une opposition organisée. Donc, c'est vrai que nous avons notre part de responsabilité dans l'échec de ce pays, mais nous devons très vite rendre compte que aujourd'hui, il est possible à l'opposition de reprendre le pouvoir si cette opposition est organisée. Donc, pour répondre à ce que j'ai dit, le responsable numéro un de la situation chaotique de notre pays, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Et l'opposition doit prendre ses responsabilités pour éviter que nous puissions continuer dans cette situation apocalyptique. Y aurait-il une responsabilité du peuple congolais aussi dans tout ça? Écoutez, le peuple a peut-être sa part de responsabilité parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a des gens qui sont derrière le président Denis Sassou Nguesso, mais la majorité aujourd'hui ont compris que le président ne peut plus rien faire pour le Congo parce que nous avons quand même un président qui est resté depuis très longtemps au pouvoir, un président qui a fait beaucoup de promesses, il a pris beaucoup d'engagements vis-à-vis du peuple. Je peux comme ça citer l'engagement sur l'émergence du Congo, l'engagement où il disait que l'eau devait être l'eau pour tous, l'électricité devait être une électricité à moindre coût. Il a pris un engagement aussi vis-à-vis des Congolais en disant que le pays devait être euh, euh, dans une situation d'autosuffisance alimentaire. Et toutes ces promesses-là sont enterrées. Et donc, On a les parlé Congolais aussi aujourd'hui de savent très bien. l'autoroute, c'est comme ça, énergétique. Bon, voilà, on a entendu tout ça. Oui, mais effectivement, il y a eu beaucoup de promesses qui se sont révélées être des promesses chimériques. Donc, les Congolais aujourd'hui sont conscients et lui-même, le président, est conscient qu'aucun Congolais aujourd'hui ne lui fait confiance. Maintenant, nous ne devons pas accuser les Congolais par rapport à leur choix d'hier. Nous devons regarder les Congolais aujourd'hui, ce qu'ils veulent. Les Congolais veulent le changement. Les Congolais sont fatigués d'avoir ce président encore à la tête de notre pays. Ils ont besoin de voir une opposition organisée pour qu'ils puissent aider l'opposition à prendre le pouvoir. C'est pour cela que je dis, les responsabilités sont partagées, mais la principale responsabilité repose sur les épaules de M. Denis Sassou Nguesso. Et nous devons éviter que nous puissions avoir la responsabilité de 2026 sur nos épaules si nous ne nous organisons pas pour gagner cette élection. Évidemment, mais quel tableau peignez-vous de ce bilan? Que combattez-vous concrètement contre ce régime en place? Écoutez, le bilan de de ce mandat est un bilan catastrophique. Et moi, j'ai dit que nous avons vécu un quinquennat de provocation. Nous avons eu un gouvernement qui n'a cessé de provoquer le peuple avec des mesures antisociales, alors que le président, dans son projet de société de 2021, avait promis aux Congolais une meilleure vie, mais nous vivons le contraire. Et donc aujourd'hui, le bilan est chaotique, le bilan est catastrophique. On ne peut pas dire quelque chose de positif dans le bilan du président. Et quand nous prenons aussi le Premier ministre, M. Koliné Makosso, qui nous a présenté les 12 batailles, moi je me pose la question, quelle est la bataille qu'il a gagnée? Et les Congolais sont aussi curieux de savoir quelle bataille ce gouvernement a déjà menée. Donc la question, elle est simple. Les résultats sont là, la pauvreté elle est là, les indicateurs macroéconomiques l'expliquent mieux, parce que nous avons quand même un pays qui est endetté à hauteur de 98% de son PIB. Nous avons un pays qui a un taux de pauvreté de 46%. Nous avons un pays qui aujourd'hui n'arrive pas à régler ses propres problèmes parce que nous sommes toujours sous morphine avec le FMI. Donc, rien ne va dans notre pays. Le bilan de ce gouvernement, le bilan de ce quinquennat est un bilan qui, on va dire, ne permet pas aux Congolais aujourd'hui de dire le président Sassou doit se représenter. Nous pensons qu'il faut que les Congolais puissent comprendre cela, avoir une conscience de la situation que nous sommes en train de vivre pour que nous puissions ensemble aller changer les choses.
Alors, vous parliez tout à l'heure des mesures antisociales, sans les avoir citées. Est-ce qu'on peut en connaître quelques-unes, parce que ceux qui nous suivent ne sont pas forcément au parfum de tout ce que vous êtes en train de dire, et comment les corriger, puisque vous êtes quand même président de tout un parti politique qui aspire à diriger le Congo-Brazzaville. Mais tout dépend d'abord de projets qu'on propose. Le projet politique que le président de la République nous a proposé était un projet qui devrait normalement améliorer les conditions de vie des Congolais, selon ce qui est écrit dans son projet. Mais nous avons vu quand le gouvernement nommé par le président de la République a pris des décisions sur l'augmentation du prix de carburant à la pompe, vous avez vu que c'était une mesure antisociale parce que on a jusqu'à aujourd'hui du mal à payer le transport. Aujourd'hui, nous avons, avec le problème de manque d'électricité, nous avons des groupes électrogènes. Vous imaginez combien des Congolais dépensent de l'argent pour acheter des carburants juste pour avoir l'électricité chez eux à la maison. Et il y a eu ça, il y a eu la tentative avec l'augmentation de l'impôt, cette pression fiscale que ce gouvernement ne cesse de faire aux Congolais. Et donc, il y a eu comme ça beaucoup de mesures antisociales, alors que le président a promis autre chose. Et bizarrement, un parti de gauche qui devrait être un parti qui devait défendre les inégalités, enfin lutter contre les inégalités, défendre le pouvoir d'achat des Congolais, c'est tout le contraire que ce pouvoir est en train de nous démontrer. Et donc les Congolais sont conscients que nous avons un gouvernement qui a beaucoup provoqué la colère du peuple et ils sont aujourd'hui dans une posture où il faut qu'on arrive à changer ce qui nous dirige pour que nous puissions vivre peut-être dans les meilleures conditions demain. Donc, à côté des mesures antisociales, comme vous l'avez dit, il y a également la corruption qui a été, voilà, pointée du doigt par certains. Est-ce que vous partagez cet avis? Beaucoup trop de corruption au Congo-Brazzaville. Et dernièrement, on suivait le directeur, je crois, de la douane congolaise ou des douanes congolaises qui parlait d'un déficit de 600 milliards au niveau des douanes dû aux exonérations. Je ne sais pas si vous avez suivi cette séquence. On perd Mais 600 effectivement, milliards par année. nous avons suivi l'intervention du directeur général des douanes qui nous a révélé qu'il y avait 600 milliards d'exonération douanière. Mais c'est une situation que nous devons aujourd'hui dénoncer parce qu'on ne peut pas euh, vivre dans une situation économique difficile et que le pouvoir, parce qu'effectivement, toutes ces conventions d'établissement que bénéficient ces entreprises ne sont pas arrivées comme ça. Il y a forcément des gens derrière qui distribuent ces exonérations. Et donc aujourd'hui, nous devons tout donner pour que nous puissions revoir cette politique menée par le PCT. Et comme vous parlez de la corruption, mais le PCT avec le gouvernement ont créé les conditions pour faire de ce pays un berceau de la corruption. Ça, ce n'est pas quelque chose qui échappe à la compréhension des Congolais. Mais, comme je vous ai dit, Monsieur Perrin, il y a des Congolais qui sont décidés aujourd'hui de changer le visage de ce pays, de faire de ce pays un puissant pays économique de la sous-région. Et nous travaillons pour que nous puissions arriver à ce changement tant attendu par les Congolais. Nous parlions donc de 600 milliards de déficit au niveau des douanes, dû évidemment aux exonérations. Nous apprenions, c'était le 28 novembre dernier, par Denis Sassou Nguesso lui-même, que voilà, 6 milliards étaient volés chaque année aux étudiants et pendant des années, pourquoi pas des décennies, c'est quand même autour de plus de 50 milliards. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent
chaque année sans jamais laisser de traces. Les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Nous avons aussi appris qu'au niveau du ministère de la Santé, 150 ou 160 milliards de francs CFA ont été dilapidés. Alors on peut citer des exemples comme ça, 14 000 milliards de francs CFA, les générations futures, qui ont aussi disparu comme ça. Et une fois qu'on a donné ces informations, qu'on a déclaré tout ça, après il n'y a pas de suite, voilà, il n'y a pas de poursuite non plus. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le président de la République n'a plus sa parole, ne respecte plus sa parole. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous parle des gens qui devraient être punis lorsque ils ont enfreint la loi. Et quand le président vient dire aux jeunes, parce qu'il était question de la bourse des étudiants, qu'il y a 6 milliards qui est détourné chaque année, il ne nous présente pas les responsables de ce détournement. Je pense que ce n'est pas digne d'un président de la République. Il y a une impunité qui règne dans notre pays. Ceux qui volent ne sont pas punis et le président vient nous faire des constats. Il vient nous faire des constats. Il n'y a pas que cette histoire de 6 milliards qui est détournée chaque année. Il y a aussi les 14 000 milliards qui étaient cachés dans un compte. Et je me rappelle, lorsque on a posé la question au président de la République, je crois que c'était un journaliste d'Africa 24, le président n'avait pas répondu de façon claire à ce sujet. Où va l'argent des générations futures? Si des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Donc, il y a comme ça dans notre pays une corruption, une impunité qui règne, et nous ne pouvons pas rester dans notre situation comme ça pour ne rien dire. Nous dénonçons toute cette impunité qui règne dans notre pays, mais il faut le dire, le responsable numéro 1, c'est le président Denis Sassou Nguesso, parce que c'est lui qui dirige le pays, c'est lui qui constate et c'est lui qui ne punit pas des acteurs de ces corruptions. Donc, voilà, chaque Congolais est conscient aujourd'hui que nous devons changer les choses pour ne pas vivre dans un pays qui est marqué par la corruption. Un pays marqué par la corruption. Alors, Denis Sassou Nguesso est aussi président du Parti congolais du travail. Vous le savez, Ephrem Dafmafoula, c'est en violation de l'article 80, alinéa 2 de la Constitution congolaise. Après avoir peint tout le tableau que vous venez de peindre tout à l'heure de son échec sur les 27 ans de règne sans partage, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'emploi pour les jeunes, misère accrue, vol, détournement, lui-même est en situation délicate, ne respecte pas la Constitution. Que vous inspire un nouveau mandat pour Denis Sassou Nguesso? Mais c'est pour faire quoi? Il faut qu'on s'interroge sur ce nouveau mandat si le président veut avoir un nouveau mandat. Qu'est-ce qu'il veut faire de ce nouveau mandat? Depuis 97, si je dois m'en tenir qu'à 97, il est à la tête de notre pays. Il nous a promis l'émergence depuis les années, je crois, 2010. Donc 15 ans après, le pays n'est pas émergent, le pays n'est même pas pré-émergent. Il nous a promis l'autosuffisance alimentaire. Il n'a pas réussi à faire cela. Il nous a promis de créer les conditions d'une meilleure vie avec l'eau pour tous. Aujourd'hui, nous avons un problème avec l'eau. Il a promis
l'électricité à moindre coût. Aujourd'hui, les Congolais n'ont pas l'électricité et payent l'électricité chère. Alors, quelqu'un qui n'a pas réussi à développer le pays, quelqu'un qui n'a pas réussi à mettre le pays sur le chemin de la modernisation et de la transformation, qu'est-ce qu'il va encore faire avec 5 ans de plus? C'est la véritable question que nous devons poser au président de la République. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président a un bilan. Ce n'est pas comme si son bilan était positif pour dire oui, il a un bilan positif. Donc, bien évidemment, la Constitution le permettant à être candidat, avec le bilan positif, il peut être candidat. Mais le bilan du président Sassou aujourd'hui est un bilan catastrophique. Alors, comment quelqu'un qui n'a pas réussi à faire avancer son pays voudrait encore un mandat pour demeurer au pouvoir? Non, moi je pense que ça, c'est des gens qui n'aiment pas le pays, qui sont en train de pousser le président à vouloir briguer un autre mandat, mais qu'ils le fassent ou pas, ils auront, le PCT aura en face une opposition organisée, une opposition qui, j'appelle de mes voeux, va présenter un candidat pour que nous puissions créer les conditions d'une alternance, parce que le Congo ne peut pas continuer avec les mêmes qui détruisent le pays depuis des années et qu'on puisse encore donner le destin de notre pays pour 5 ans entre les mains de ces personnes qui ont saccagé le pays. Ce ne serait pas une bonne chose. Oui, vous êtes en train de dire que ce sont des gens ou des courtisans qui sont autour de lui qui le forceraient à se présenter encore pour 2026, ou bien ce ne sont que là des porte-voix de sa volonté. Sinon, pourquoi lui-même ne renoncerait pas? Mais lui-même, il ne s'est pas encore prononcé. Nous voyons euh, euh, les artisans du président, nous voyons le PCT, certains. Dernièrement, je crois que j'ai vu le président de l'Assemblée qui demande au président de la République de se présenter. Mais la question, ce n'est pas, comme je vous ai dit, s'il doit se présenter ou pas. La question aujourd'hui, c'est le bilan, parce qu'il faut que je rappelle au PCT, le premier adversaire ou l'adversaire le plus redoutable qu'ils ont, c'est leur propre bilan. Le bilan parle mieux que le PCT. Mais je pense aussi que le PCT est inquiet. Le PCT est conscient que le peuple n'est plus d'accord avec lui, le peuple n'est plus au parfum avec le président, et donc il faut se précipiter à mener une pré-campagne pour peut-être créer les conditions d'une chance, mais il faut dire aux Congolais que les Congolais doivent être prêts pour que nous puissions changer les choses en 2026. Alors, vous avez parlé donc de Isidore Vouba, président de l'Assemblée nationale congolaise, qui est déjà presque en campagne, il faut le dire comme ça, en campagne électorale pour la présidentielle de 2026, en violation de la Constitution, parce que déjà, il faut dire que la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée là-dessus, n'a pas encore validé la liste des candidats, mais ils sont déjà en pleine campagne. Et face à ce qu'on appellerait, en fait, ben c'est une fraude électorale. On assiste plutôt au silence de l'opposition. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Mais, monsieur Perrin, l'opposition n'est pas silencieuse. Elle n'est pas silencieuse. Vous avez un membre de l'opposition qui est avec vous. Alors, vous ne pouvez pas considérer que l'opposition est silencieuse. L'opposition travaille. L'opposition doit s'organiser. L'opposition a aussi ses défis qu'il doit relever. Donc, nous ne sommes pas silencieux face à ce qui se passe dans notre pays. Il y a récemment, enfin, le 30 janvier, précisément, j'ai tenu une conférence de presse où j'ai dénoncé un certain nombre de choses. Donc, le silence n'est pas du côté de l'opposition. L'opposition est en train de travailler, l'opposition est en train de dénoncer un certain nombre de choses. Peut-être que nous ne parlons pas assez fort, mais je ne pense pas, je ne partage pas ce raisonnement que l'opposition est silencieuse face à ce qui se passe en ce moment. Il faut peut-être augmenter le volume, comme disent les Congolais. Bon, ce n'est pas une question de volume, monsieur Perrin. C'est une question d'organisation. Peut-être que nous le faisons de façon dispersée.
Peut-être qu'il faut que l'opposition soit rassemblée pour que nous puissions parler d'une seule voix. On sera peut-être beaucoup audible si nous parlons tous ensemble au même moment. On va parler du social des Congolais, notamment la pauvreté accrue. Rappelons qu'au Congo-Brazzaville, plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce sont là les statistiques de la Banque mondiale depuis 2010. Et je peux me tromper, mais je pense que maintenant là, c'est encore pire. Monsieur Frem Davmafoula, avez-vous une idée sur le prix du pain ou du manioc au Congo-Brazzaville? Vous alliez parfois aussi au marché? Oui, mais je mange le pain, je crois, chaque matin. Et le pain aujourd'hui coûte 150, mais il y a aussi le pain qui coûte 200. Mais il y a aussi une petite quantité du pain qui est vendu à 100 francs, mais généralement les gens achètent celui de 150. Et le Et manioc, il puis coûte le combien? manioc, aujourd'hui, le manioc, il coûte toujours 100 francs, mais ce n'est plus la quantité que nous avions il y a une année, il y a 2 ans. C'est une petite quantité qui est vendue à 100 francs. Et après, il y a des maniocs qu'on vend à 1200 aussi. Et puis, bah, ceux qu'on vend, les morceaux de manioc qu'on vend à 50 et 100 francs. Et ça veut dire que si un pain coûte 200 francs CFA, j'achète trois pains pour une famille, bon, en prenant comme ça de deux ou trois membres. Je suis déjà hors budget, j'ai même déjà voilà consommé tout le budget journalier parce que nous l'avons rappelé ici tout à l'heure, c'est 70% de la population au-dessous du seuil de pauvreté, donc à moins d'un dollar, sensiblement 600 francs CFA par jour. Voilà pourquoi je disais, si j'achète Et- trois pains, j'ai déjà consommé le budget journalier. Exactement, parce que pour faire nourrir une famille au Congo, c'est très difficile. La vie, elle est chère au Congo. Avec 1000 francs, vous pouvez peut-être prendre un petit déjeuner, mais qu'avec 3 personnes, maxi. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Alors qu'il y a bien des années, moi je me rappelle quand je partais à l'école, le pain coûtait, je crois, 40 francs. Aujourd'hui, le pain coûte 150, alors que les Congolais n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas assez de ressources. Donc, effectivement, les Congolais vivent une situation très difficile avec la pauvreté, avec la misère. Et je pense à tous ces Congolais qui vivent difficilement. Et nous, nous battons pour que demain, nous puissions permettre aux Congolais d'avoir une meilleure vie. Alors, quelqu'un nous a dit au Congo-Brazzaville, les familles ont difficilement même un repas par jour. Et de toute façon, nous venons de le démontrer. Lorsque vous avez un budget journalier de 600 francs CFA ou de 1000 francs, c'est difficile de se faire un repas. Mais question d'indiscrétion, avez-vous une idée sur le budget journalier d'une famille moyenne, j'allais dire, au Congo-Brazzaville, une famille par exemple de 5 personnes? Combien peuvent-ils dépenser par jour pour au moins avoir un repas? Et vous pourrez nous dire de quoi Alors, mais vont-ils se nourrir ce jour-là? Est-ce que c'est du haricot, du poisson, du poulet, manioc? Est-ce que vous pouvez nous faire une petite image comme ça pour qu'on comprenne? Mais tout dépend d'abord tout dépend de la capacité que que ces familles peuvent avoir. Parce que même quand on dit que un Congolais vit avec 1 dollar la journée, mais il y a des Congolais qui n'ont pas ces 600 francs la journée. Il y a des Congolais qui peuvent passer comme ça une semaine, voire plus, sans pour autant toucher 5000 ou sans pour autant toucher 2000 francs. Donc, tout dépend de ce que les Congolais peuvent, ce que les familles congolaises peuvent avoir. Mais en réalité, pour une famille de 3 personnes, s'il faut bien manger, il faut déjà imaginer faire une dépense journalière euh, de 5 3000 000, minimum. 3 000 trois minimum. mille minimum. Et avec, je crois qu'avec 3000, une famille de 3 personnes, s'ils sont pas dans l'excès, ils peuvent manger. Ils peuvent manger une fois, hein, une fois par jour. Mais sinon, il faut avoir plus de 3000, c'est-à-dire 5000, voire même 7000 pour manger 2 repas par jour.
Prenons donc la moyenne de 5 000, on est déjà à 50 000 en 10 jours, 150 000 30 jours. Alors revenez de revoir le SMIC congolais à 70 400 francs CFA. Je pense que c'est entré en vigueur début janvier dernier. Vous pensez que c'est une solution au problème des Congolais? C'est vrai que le SMIC a été augmenté de 40%. Nous avons un SMIC de 70 400 francs CFA. Pour le pouvoir en place, c'est peut-être une bonne chose parce qu'on parle d'augmentation. Mais pour nous, économistes, nous savons que l'augmentation n'a pas assez d'effet si cette augmentation ne permet pas un pouvoir d'achat. Est-ce que les 70 000 aujourd'hui permet à un Congolais de vivre, tout en sachant que dans le calcul de ses revenus, si nous devons prendre un seul Congolais qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de femme, qui doit peut-être louer un studio moderne au Congo, c'est entre 40 000 et 70 000, même 40 000 et 100 000, parce qu'il y a des studios qui sont à 100 000. Et donc, si vous avez un salaire de 70 000, vous mettez 40 000 dans le loyer, il vous reste 30 000. Avec le coût de la vie aujourd'hui, vous ne pouvez pas manger moins de 40 000 le mois. Vous ne pouvez pas non plus vous permettre des loisirs à côté. Donc, si vous devez aller à l'hôpital en cas de maladie, vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, avec 70 000, aucun Congolais ne peut vivre avec 70 000. Je crois que si on doit rentrer dans les normes de l'Organisation internationale du travail, un individu doit avoir un minimum 290 000 pour vivre. Mais nous avons aujourd'hui au Congo des Congolais qui n'arrivent pas à vivre. Déjà, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce que même pour avoir les 70 000, ce n'est pas une allocation de l'État, c'est un revenu. Donc, il faut avoir un travail pour pouvoir bénéficier de ces 70 000. Mais les Congolais ne sont pas employés. Les Congolais sont beaucoup au chômage. On a quand même 42% de chômage des jeunes. Donc, vous voyez très bien que d'un côté, il n'y a pas de travail. De l'autre, ceux qui travaillent, qui gagnent le SMIC ne peuvent pas vivre. En réalité, un Congolais, pour mieux vivre dans ce pays, il lui faut au minimum 300 000 francs CFA si il a un enfant et une femme. Mais nous connaissons les familles congolaises. Dans une famille, vous allez trouver le couple avec 3 enfants. Et donc, si ce sont des locataires, une maison qui doit abriter 4 personnes, c'est peut-être 2 chambres-salon, mais les 2 chambres-salon, c'est déjà minimum 80 000. Minimum 80 000. Donc, rien qu'avec le SMIC, on ne peut même pas payer le loyer. Bah, à combien, comment on peut faire maintenant pour manger, pour envoyer les enfants à l'école, pour Oui, bien évidemment, subvenir aux besoins alimentaires? Euphrem Dave Mafoula, lorsque je vous écoute, après, bon, les gens pourront me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que les Congolais sont devenus des esclaves, c'est le cas de le dire. Si le travail ne peut pas libérer comme on apprenait ça à l'école, et que malgré votre salaire, vous restez dans une situation de précarité absolue, telle que vous êtes en train de le démontrer, vous dites au Congo, pour vivre ou pour survivre, il faut au moins 300 000 francs CFA, ce qui n'est pas impossible parce que le Congo a toutes les ressources nécessaires, évidemment, pour garantir ces 300 000 francs CFA par travailleur, pourquoi pas. Et dans le même temps, nous avons les membres du gouvernement qui gagnent 25 millions, 15 millions par mois, 11 millions par là, et sans compter les frais généraux, ils ont la gratuité de l'électricité, de l'eau, du téléphone, du carburant. Est-ce qu'on peut parler de discrimination sociale? Alors, aujourd'hui, Monsieur Perrin, est-ce que vous avez évoqué l'esclavage, que les Congolais sont esclaves? Non, je ne dirais pas ça. Je pense C'est simplement une que impression, hein, nous simple devons... impression. Voilà, mais moi, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que les Congolais sont esclaves. Les Congolais vivent dans une pauvreté, dans une précarité qui, aujourd'hui, dérange ceux qui aiment le pays. Mais moi, je pars du principe que ce n'est pas une histoire d'argent, ce n'est pas vraiment une histoire de combien on peut gagner. C'est le pouvoir d'achat. Si, même avec 100 000 qu'on peut avoir comme revenu le mois, et que dans les 100 000, on pouvait payer
sa maison de 2 chambres salon à 30 000 francs CFA et qu'on pouvait manger avec 30 000 francs CFA le mois, il nous restera quand même 40 000 à côté. Donc ce n'est pas en termes de revenus, enfin le montant du revenu, c'est en termes de salaire réel. Qu'est-ce que ce montant peut représenter lorsqu'il est question d'acheter un bien, lorsqu'il est question de consommer? C'est à ce niveau-là. Effectivement, il y a quand même un grand écart entre ce que le Congolais lambda touche en tant que revenu euh, minimum, c'est-à-dire ce sont 70 000, et euh, ce que un ministre peut toucher, disons, 10 millions, 15 millions. Donc, il y a véritablement un problème de redistribution de la richesse, parce que qu'est-ce qu'un ministre fait pour qu'il puisse avoir autant d'argent, alors que celui qui va au travail ne peut bénéficier que de 70 000 francs. C'est pour cela que je dis que nous sommes disponibles, nous travaillons pour que demain tout cela change. Moi, je ne vois pas, moi au pouvoir, un ministre qui va gagner 15 millions alors que l'enseignant qui a enseigné le ministre a un salaire de moins de 300 000. Ce serait pas possible avec nous. Et ce qui est d'ailleurs paradoxal, c'est que la plupart des membres du gouvernement sont du Parti congolais du travail. C'est vous qui nous rappelez que le Parti congolais du travail était de gauche, donc social-démocrate, c'est ça. Curieusement, ils sont devenus Mais, tous. effectivement, mais vous voyez très bien que le PCT ne mène plus le combat contre les inégalités. Le PCT devrait normalement s'afficher pour dire qu'il n'est plus un parti qui défend les valeurs de la social-démocratie. Dans, euh, dans un pays dirigé par un parti de la social-démocratie, on ne devrait pas avoir des disparités comme ça, on ne devrait pas avoir des injustices à ce niveau. Mais bon, c'est le PCT qui le fait et nous sommes là pour dire qu'un parti de gauche ne devrait pas se comporter comme ça. Il nous reste juste quelques minutes pour terminer. Malheureusement, on a beaucoup d'autres questions qui sont restées, mais bien, on y reviendra un autre jour probablement. On va parler de la jeunesse et du chômage endémique au Congo Brazzaville. Est-ce que les souverainistes que vous incarnez ont un plan chiffré pour contenir le chômage au Congo Brazzaville? Comment procéder? Ben, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé d'étaler vos stratégies, votre plan ou votre programme, mais en quelques mots, est-il possible Mais d'absorber nous avons un projet. Nous avons présenté un projet en 2021. Ce projet aujourd'hui est en cours d'actualisation, où nous avons dit aux Congolais que nous pouvions euh, créer des conditions pour que les jeunes puissent avoir du travail. Vous savez, notre pays est un pays producteur du pétrole. Nous voulons tout donner pour que ce pays puisse avoir une production hors pétrole. Nous avons quand même des terres dans notre pays. Je ne vois pas un pays qui veut se développer, je ne vois pas un pays qui veut créer des emplois s'il ne peut pas être efficace sur la production agricole. Donc, avec les 10 millions de terres arables que nous avons, 10 millions d'hectares de terres arables que nous avons, avec la main-d'œuvre disponible que nous avons, nous devrions normalement faire de notre pays un pays qui va faire avancer son agriculture, faire de ce pays un pays qui aura de l'agro-business, qui va permettre à ce que nous puissions avoir beaucoup de production pour la demande locale et pour l'exportation, pardon. Et donc, vous voyez très bien qu'avec l'agriculture, on peut créer des emplois. Et puis, nous sommes dans un pays où on a fait un surinvestissement dans le monde politique. Nous avons 151 députés, nous avons pratiquement 40 ministres, nous avons 72 sénateurs. Je pense que le pays ne peut pas avancer avec autant du personnel politique qui, à eux seuls, ont un budget énorme pour leur fonctionnement. Donc, il faut réduire les dépenses, ces dépenses politiques pour que nous puissions investir de l'argent dans le secteur privé, permettre à ces jeunes de créer aussi leurs propres entreprises. J'avais présenté comme ça la situation du bois de notre pays. Nous avons le bois, alors que nous pouvons créer les biens dérivés du bois
pour donner du travail à nos enfants, mais ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Nous faisons de l'importation des produits dérivés du bois, ce qui est incompréhensible dans un pays où nous avons la matière première, nous avons la main-d'œuvre et nous pouvons avoir des moyens pour investir afin de créer les conditions d'emploi des jeunes. Donc, il y a un certain nombre de propositions que nous allons faire aux Congolais pour permettre à nos jeunes d'avoir des emplois stables, des emplois qui permettront à ce qu'ils vivent dignement de leur salaire. Merci pour terminer. C'est la dernière question. Je l'ai dit tout à l'heure, pour les autres, nous reviendrons un autre jour. On va donc terminer par l'affaire des biens mal acquis, rebondissement évidemment du procès sur les biens mal acquis. Il y a eu un mandat d'emmener à l'encontre de Madame Antoinette Sassou Nguesso et nous lisions sur, bien entendu, l'article d'un magazine français, c'est ça, Africa Intelligence, qui nous rapportait que Madame Sassou aurait pris la poudre d'escampette pour échapper à la police. Quelle analyse vous inspire à une telle situation? Et Écoutez, tout comme vous, j'ai été informé de cette situation, mais je ne maîtrise pas ce dossier. Je veux simplement être un politique responsable. Euh, la justice française est en train de faire son travail. Et si Madame Antoinette Sassou a des problèmes avec la justice, ce serait à la justice française de faire le travail. Nous, ça nous interpelle parce qu'il s'agit de notre première dame, mais je ne veux pas me prononcer sur un dossier que je ne maîtrise vraiment pas. Donc, permettez que je ne dise pas grand-chose parce que c'est quand même un domaine important, un domaine de droit. Je ne suis pas juriste. Et comme nous n'avons pas encore discuté de cette question avec mes collaborateurs juristes, je ne Oui, mais peux pas dire en grand-chose termes sur ce dossier. d'image que cela renvoie, on parle quand même de la première dame du Congo-Brazzaville. Vous êtes un président d'un parti de l'opposition. C'est la première dame du Congo qui est poursuivie par la justice et elle prend, au lieu de répondre à l'appel ou à la convocation, elle prend la poudre d'escampette. Il y a une image derrière, au-delà du caractère juridique, voilà, de toute la procédure, mais il y a une image que cela renvoie. Il y a un principe, monsieur Perrin, en droit, qui est le principe de la présomption d'innocence. Voilà. À partir du moment où la justice n'a pas encore fini son travail, moi, je n'ai pas aujourd'hui la possibilité de dire quoi que ce soit sur ce dossier. C'est vrai qu'en termes d'image, il faut sauver l'image de notre pays, mais comme je vous dis encore, je veux parler de ce dossier que lorsque je serai en mesure de, de comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais croyez-moi que nous sommes tous soucieux de l'image de notre pays et nous voulons que les choses se passent avec beaucoup de transparence et que la justice française puisse faire son travail. Merci, Frem Dave Mafoula, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste et président des Souverainistes, un parti de l'opposition, un parti congolais de l'opposition. Grand merci d'avoir été disponible pour nous aujourd'hui. Et nous reviendrons pour les autres, pour la suite, bien entendu, parce qu'il y a des questions qu'on devrait normalement aborder. Merci beaucoup, Monsieur Perrin. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Aidez-nous à améliorer notre algorithme, bien sûr. Et dites-nous aussi en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés avec Frem Dave Mafoula. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.